Amis passionnés de l'histoire et du roman historique, bonjour. Alors comme je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est consacré à De Gaulle. Et parce qu'il vient de se sortir un livre, une biographie, hein, une de plus, de Gaulle, chez Grasset, de Jean-Luc Barré, hein, L'homme de personne. C'est le premier tome, déjà près de 1000 pages. Et voilà, donc De Gaulle, une vie, l'homme de personne, 1890-1944, donc c'est la première partie. Voilà. Donc ensuite, à la fin de tous ces exposés, hein, je vais le mettre ici, là, parce que c'est un peu lourd, là, tic, tic, tic. À la fin de ces exposés, j'utiliserai donc un petit roman donc, de Georges-Marc Benamou, Le général a disparu. Alors c'est pas du tout dans la même période, hein, parce que là c'est le début de l'existence jusqu'à 1944 de De Gaulle, et là c'est justement la fin. Mais ça donne, cette partie, la première partie donne quand même les contours de l'individu, hein, vaste, et on les retrouve même à l'âge très très mûr, de la même manière dans ce petit roman. Un petit roman satirique, hein, donc, qui est un peu étriqué par rapport à la dimension de l'individu. Donc on voit quasiment par rapport au livre d'ailleurs. Hein, voilà. Mais bon, c'est un livre agréable à lire, hein, c'est un roman agréable à lire. Un peu satirique. Voilà. Ensuite, j'ai pour coutume quelquefois de réciter un poème pour illustrer le personnage. Alors là, j'ai trouvé un poème de Rudyard Kipling, très connu, hein, c'est If, hein, Si. Et puis, mais je pense quand même que le général de Gaulle ne serait pas très content d'être illustré par un anglo-saxon, mais je pense que ça correspond assez bien. Voilà. Donc le poème, c'est si tu peux voir l'ouvrage de ta vie, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu peux être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis. Et ce qui est bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, alors là, il y a un petit peu de la psychologie de Charles de Gaulle. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, on va bien le voir dans cette biographie, tu seras un homme, mon fils, ainsi, et ce qui est bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. La formation du général de Gaulle, la place de son père et de sa mère aussi, hein, dans sa formation a une grande importance. Donc dire que tout avoir compris pour devenir un homme est un élément important pour le général de Gaulle, ça correspond assez à ce poème, je pense. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un certain nombre de livres. Alors, je suis assez documenté sur le sujet. Il y a plein de livres. Hein. Il y a un livre qui est vraiment très intéressant à lire et puis très sympathique. Hein. C'est un entretien avec Michel Tauriac de Philippe de Gaulle, hein, le fils, l'amiral de Gaulle, hein, le fils du grand homme. De Gaulle, mon père. Il faut lire ça, hein, c'est chez Plomb. C'est magnifique. Hein. Et puis il y a eu plein de biographies. Il y a la très ancienne biographie de Paul-Marie de la Gorce, hein, qui est parue dans les années 70. Voilà, c'était, je ne sais plus quel éditeur, hein, c'était pas très important. Enfin, je ne vais pas le trouver. C'est chez Perrin. Donc Paul-Marie de la Gorce de Gaulle.
un gros bouquin aussi. Ensuite, il y a Georges Fleury, De Gaulle, de l'enfance à l'appel du 18 juin, donc c'est la première partie. Donc ça correspond un peu à celui qui vient de sortir. Donc ça, c'était Flammarion. Voilà. Ensuite, il y a une excellente biographie d'Éric Roussel, un très reconnu. Voilà, donc là c'est en temps de puce, mais c'était sorti, donc c'est un format plus petit chez Perrin. Charles de Gaulle, Éric Roussel dans l'Institut. Voilà, il faut lire ça. Il y a même Max Gallo qui s'était fendu d'une biographie en 2 tomes. Là il n'y a qu'un tome. Voilà. Ça c'est en poche. Derrière moi, il y a de Tauriac également, chez Plomb, il y a De Gaulle, avant De Gaulle, la construction d'un homme. Alors c'est plus détaillé sur le début, notamment la guerre de 14. Vous avez Jean Lacouture, qui avait fait une biographie en 3 tomes. Donc ça c'est le dernier, sinon c'est l'avant-dernier, c'est le politique, le numéro 2. On en avait parlé de Julian Jackson, De Gaulle, une certaine idée de la France. Pierre Fitt a fait un certain nombre de livres également, donc un de ses livres c'était De Gaulle. Voilà. Il y en a un que je n'ai pas retrouvé là, que j'ai prêté plus exactement, et qui relate au jour le jour également les conseils des ministres, etc. de Pierre Fitt, ce qui est très 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 intéressant également. Voilà, donc je vous ai sélectionné un certain nombre de passages dans ce livre-là, dans le De Gaulle, une vie. On va passer de la page 10, gaullisme. Page 10. Page 10, page 10. Page 10, page 10. Enfin, trouvé. Page 10. 50 ans après sa disparition, l'unanimité nationale qui s'en opère sur son nom va de pair avec l'oubli, l'ignorance et la négation de l'exemple politique qu'il a laissé et des principes essentiels qu'il a illustrés et mis en œuvre. Il faut que je change de lunettes, excusez-moi. C'est pas les bonnes. Alors, et qu'il a mis en œuvre. Alors, il y a l'unanimité actuellement, mais c'est peut-être un des présidents qui a été le plus détesté pendant ses fonctions. Hein. Et, il y a même eu des attentats contre lui. Alors, autour de cette idole désormais intouchable, après avoir été la cible des haines les plus féroces, vous voyez, se regroupent aujourd'hui pêle-mêle dans une sorte de confusion mémorielle, droite, centre, gauche confondus, jusqu'à l'extrême droite. Tous se réclament de lui sans s'inspirer le plus souvent ni de son modèle, ni de ses idéaux. Non que le De Gaulle, un terme dont le général, non que le gaullisme, un terme dont le général usait rarement, doit être considéré pour ce qu'il n'a jamais été, un dogme ou une doctrine fixant des règles immuables. Mais parce qu'il se fonde sur une philosophie du mouvement, de l'élan, de l'intuition, comme sur une libre appréciation des circonstances, on a fini par le réduire à un pragmatisme ouvert à toutes les transactions. Or, ce qui domine la réflexion et l'action de Charles de Gaulle n'est pas sa faculté d'adaptation aux réalités, mais la vision qu'il s'est forgée très tôt des grandes évolutions du monde, sa conception de l'État, de la nation, de l'unité, de la souveraineté des peuples, des institutions et de l'exercice du pouvoir, sans parler de son idée forte et exigeante de la France, vision qui donne toute sa cohérence à un engagement jalonné par ailleurs de mutations et variations successives. C'est tout cela qui a été peu à peu édulcoré après sa mort, au profit d'une interprétation moins contraignante de son œuvre et de sa pensée. Les opinions les plus variées et parfois les plus contraires aux siennes, les plus pillées sans vergogne pour leur faire dire en somme ce qu'elles ne disaient pas. Les contrefaçons se sont multipliées de tous côtés jusqu'à l'imposture, au point de brouiller son message et de ne plus permettre d'établir une juste distinction entre les copies et l'original, d'où la nécessité qui nous a paru s'imposer d'une véritable retour aux sources. Une idée très répandue veut que tout ait été dit et écrit sur le sujet. Encore De Gaulle, que de fois l'ai-je entendu cette phrase depuis que j'ai entrepris ce travail, il y a une dizaine d'années. Tout se passe comme si on estimait en savoir déjà assez. Par crainte d'en savoir trop,
et qu'il n'y ait plus rien à ajouter à un dossier clos une fois pour toutes. Pourquoi faudrait-il qu'une figure historique d'une telle dimension ait livré tous ses secrets à peine un demi-siècle après sa disparition? Ce serait beaucoup sous-estimer la complexité du personnage, sa propension à s'envelopper de ruses et de mystères. En dépit de la multitude des portraits, exégèses et témoignages qui lui ont été consacrés, force est de reconnaître que le jeu du héros demeure sur bien des aspects et en bien des situations toujours difficiles à appréhender. Voilà, donc ensuite, nous avons, page 17, l'homme de personne. L'homme de personne, c'est le titre de ce tome, le tome 1. Alors, je ne vous ai pas lu la jaquette. Non plus d'un demi-siècle après sa disparition, tout n'a pas été dit sur la destinée de Charles de Gaulle. Cette monumentale biographie, la première d'un historien français depuis 20 ans, entre comme aucune autre dans l'intimité du personnage et certes au plus près de la vérité de sa pensée et de son action. L'auteur s'est fondé en grande partie sur les archives du général, qu'il a été le premier à pouvoir exploiter, et sur quantité d'écrits inédits tirés de sa correspondance ou exhumés des manuscrits de ses mémoires, ainsi que sur des fonds d'archives publiques ou privés en France et à l'étranger, dont certains accessibles depuis peu. Jean-Luc Barré s'est attaché à saisir l'homme du 18 juin dans toute sa complexité. Il révèle aussi un des De Gaulle guidé précocement par une vision, des principes et des convictions qui expliquent la cohérence de la critique et n'ont rien à voir avec le seul pragmatisme qu'on lui a prêté. Il montre comment le général eut, dès les années 30, l'intuition de la fin des systèmes coloniaux, comment il inventa les institutions de la Ve République en 1941, en quoi il prit conscience très tôt des limites du nationalisme et ce qui fit de lui, réputé de droite, un contempteur souvent féroce des valeurs bourgeoises et du monde de l'argent. Voilà. Alors Jean-Luc Barré est notamment l'auteur de François Maurien, comme c'est autre chose, biographie intime en 2 tomes, prix des éditions, prix de la biographie du Point, prix de la biographie de l'Académie française. Il est aussi co-auteur des mémoires de Gaulle dans la Pléiade, éditeur des 3 volumes de ses lettres, notes et carnets dans les collections bouquins et auteur d'un ouvrage, Devenir de Gaulle, sur la construction du personnage. Alors je l'ai, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, voilà. Donc, on en était donc à l'homme de personne. Page 17. Page 17. La formule claque comme un défi. Ni le premier ni le dernier dans la vie de son auteur. Nous sommes en août 40, 2 mois à peine après l'appel du 18 juin, dans une sorte de manifeste où il commence par se définir comme un Français libre qui croit en Dieu et à l'avenir de sa patrie, avant de jurer solennellement n'être attaché à aucun parti ni lié à aucun politicien qu'il soit. Charles de Gaulle proclame « Je suis l'homme de personne », affirmation de soi tranchante et d'un orgueil presque incongru venant d'un exilé démuni d'à peu près tout et en grande partie tributaire de ses hôtes. Paradoxe, non dénué d'ironie, cette déclaration figure dans un document de propagande inspiré non pas par lui directement, mais par le gouvernement britannique, dans le souci d'assurer la promotion de ce quasi-inconnu et de lui apporter un semblant de légitimité. Le ministre de l'Information, Alfred Duff Cooper, a mandaté à cette fin un publiciste de renom, Richmond Temple, mais le texte mis au point avec le chef des Français libres contient bien plus qu'un simple slogan publicitaire, une profession de foi en forme d'autoportrait. Si De Gaulle a d'abord considéré d'un assez mauvais œil d'être ainsi lancé comme une savonnette, il s'est vite fait une raison, tirant habilement parti de l'opération pour exprimer sans détour cette volonté franche de s'appartenir. Une manière d'avertissement adressé à l'ensemble de ses tuteurs éventuels, français ou étrangers. Est-ce son ton arrogant et péremptoire qui a fini par dissuader ses initiateurs de le publier? Toujours est-il que ce message
resta confidentiel jusqu'en printemps 41, où il fut rendu public, probablement à l'instigation du général par un journal du Caire en pleine crise du Levant. Période de tension extrême où il marque vis-à-vis des dirigeants anglais un souci d'indépendance encore plus impératif qu'à l'époque où il fut dirigé sous leur impulsion. Homme de personne, Charles de Gaulle l'est encore de longue date plus que jamais depuis son entrée en dissidence. On sait qu'il n'a attendu l'effondrement de la France pour s'affranchir, à près de 50 ans, des hiérarchies de tous ordres, politiques et militaires, en réaction à des autorités défaillantes et des doctrines archaïques. Cette figure autoproclamée de héros, sans attache partisane, délié de sa caste et voué à la seule mission qu'il s'est fixée, vient de loin, fruit d'un long cheminement individuel jalonné d'épreuves et de combats. Une œuvre conçue par lui seul, qu'il n'a cessé de modérer au fil du temps, jusqu'à se confondre avec ce personnage mi-réel, mi-symbolique, qui lui servira de double ou de substitut pour incarner à l'instant décisif le génie d'un peuple et d'une nation. Alors, page 97, Dinan, c'est la guerre de 14. Hein. Donc, c'était pour bien souligner le fait que Charles de Gaulle a connu la guerre. Hein, et une guerre d'attrition, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Tandis que la confusion s'accroît, il reçoit l'ordre de passer à l'attaque pour assurer la défense du pont de Dinan et empêcher l'ennemi de s'emparer de la rive gauche de la Meuse. De la droite paraissant désormais perdue, il s'élance en hurlant à ses hommes « Première section avec moi en avant !» Stoppé net quelques minutes plus tard. J'ai à peine franchi les 20 mètres qui nous séparent de l'entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait marquer le pied, racontera-t-il. Les quatre premiers qui sont avec moi sont également fauchés en un clin d'œil. Je tombe et c'est pendant une demi-minute une grêle épouvantable de balles autour de moi. Je les entends claquer sur les pavés et les parapets, devant, derrière, à côté. Je les entends aussi rentrer avec un bruit sourd dans les cadavres et les blessés qui jonchent le sol. Je me tiens le raisonnement suivant. Mon Dieu, tu y es. Puis il a la réflexion. La seule chance que tu aies de t'en tirer, c'est de te traîner à travers la route jusqu'à une maison ouverte à côté par bonheur. La jambe complètement engourdie, paralysée, je me dégage de mes voisins, cadavres ou ne valant guère mieux, et me voici rampant dans la rue, sous la même grêle qui ne cesse pas, entraînant mon sabre par sa dragonne avec encore à mon poignet. Comment je n'ai pas été percé comme une écumoire durant le trajet? Ce sera toujours le lourd problème de ma vie. Voilà, donc il a vraiment connu la guerre. Donc on continue dans le même sillage. Page 120, c'est Douaumont. Donc on peut difficilement faire pire que ce fort à Verdun. Douaumont. Ironie du sort et autre motif d'agacement, c'est au général Pétain qu'il reviendra de prononcer l'éloge funèbre, hein, il était laissé pour mort, de son ancien subordonné, tenu pour mort au combat le 2 mars, dans une citation à l'ordre de l'armée, publiée au journal officiel 2 mois plus tard, le 7 mai 1916. Le capitaine de Gaulle, commandant de compagnie réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon, subissant un effroyable bombardement, était décimé et que les Allemands atteignaient la compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire. Il est tombé dans la mêlée, officier hors pair à tous égards. Dans ce texte signé de la main de Philippe Pétain, Philippe Pétain s'est contenté en toute logique de reprendre sans la vérifier la version des faits que lui a transmise sur l'instant le colonel Boudours. Citation erronée, le capitaine ayant en réalité survécu à ses blessures est d'autant plus malvenue pour De Gaulle qu'en sublimant son rôle, elle l'exposait à certaines dénégations visant, expliquera-t-il, à me dénigrer.
Il s'est montré, quant à lui, nettement plus sobre dans le récit fourni succinctement à sa sœur Marie-Agnès à la même époque. Je suis tombé le 2 mars entre les mains de l'ennemi dans un combat autour de Douaumont. J'y ai été blessé, pas trop gravement, d'un coup de baïonnette à la cuisse, dont je me suis remis complètement. Mais tu jugeras de ma tristesse de finir ainsi la campagne. Son régiment, en provenance de l'Aisne, est arrivé à Verdun le 26 février à l'aube, chargé d'assurer la relève du 110e régiment d'infanterie qui tient la première ligne à proximité du fort de Douaumont. Les combattants français, soumis à la pression incessante de l'artillerie ennemie, se trouvent dans une position de plus en plus critique. La confusion est totale face au déploiement des forces allemandes. Défense fragile, pénurie de matériel, lacunes flagrantes dans l'organisation des troupes, méconnaissance des positions adverses. On se croirait en Ukraine actuellement. Dans la journée du 1er mars, alors que la relève doit s'opérer au cours de la nuit suivante, le colonel Bourdours confie au capitaine de Gaulle une mission de reconnaissance afin de préparer l'installation de son unité. Mission extrêmement périlleuse menée en plein jour à la merci de des mitraillettes ennemies depuis le fort de Douaumont. C'est plus des mitrailleuses, je pense. Hein, mais bon. Malgré les propos rassurants du chef du 110e régiment d'infanterie, pour qui le secteur est désormais calme et aucune attaque n'est vraisemblable dans l'immédiat. L'envoyé de Bourdours identifie plusieurs failles dans le dispositif français, dont la présence d'une énorme brèche sur le front droit, un endroit stratégique situé tout à côté du fort. Le capitaine de Gaulle insiste pour que ce trou soit couvert au plus vite. Il se fait rabrouer par les officiers auxquels il s'adresse, porté par ce ton abrupt qui lui est familier. L'un d'eux va jusqu'à le traiter d'énergumène, mais de Gaulle finit par obtenir la promesse que la brèche sera comblée à la fin de la nuit. À son retour, en fin d'après-midi, il alerte Bourdours sur la précarité de la situation, le risque contrairement à ce qui lui a été dit d'une offensive allemande imminente. La nuit s'écoule, racontera de Gaulle dans un calme relatif, que ses hommes et lui passent à veiller et à améliorer autant que possible la tranchée où nous étions. Un peu avant le matin, nous entendîmes tous dans le ravin de Chauffour, en avant du village, le bruit caractéristique d'une troupe d'infanterie qui se rassemble. Un déluge de feu s'abat peu à peu après sur les positions françaises. La terre tremble sans interruption. Le fracas est inouï. La poussière et la fumée s'accumulent. Toute liaison vers l'avant, comme l'arrière, est impossible. Tout téléphone est coupé. Tout agent de liaison envoyé est un homme mort. Le pilonnage dure plusieurs heures et les tués sont nombreux. En fin de matinée, quand le capitaine de Gaulle, profitant d'un bref répit, fait appel à ses hommes pour les décompter, seuls 37 répondent sur les 180. Avec ce qui leur reste d'armes, et ne disposant plus d'aucune mitrailleuse, ils doivent faire face aux assauts répétés de l'ennemi, dont les vagues successives finissent par les prendre en tenaille en exploitant la brèche repérée par de Gaulle et qui a été laissée intacte. Vers 14 heures, il apparaît que ce qui subsiste de son unité est scindé en deux îlots de résistance. L'un à gauche, tenu par l'aspirant à Verland, je pense en français, l'autre à droite, complètement encerclé et réduit à coups de grenade et de lance-mine. De Gaulle, sous peine de voir sa compagnie détruite à son tour sans pouvoir rien faire, décide de tenter une percée pour rejoindre la section à Verland. Il se faufile avec une dizaine d'hommes dans un vieux boyau éboulé au sud de l'église de Douaumont en ruine qui paraît dégagée. N'y voyant plus personne, je le suivis en rampant avec mon fourrier et 2 ou 3 soldats, se souviendra-t-il. Mais à peine avais-je fait 10 mètres que dans un bout de boyau perpendiculaire, je vis les Boches accroupis pour éviter les balles qui passaient. Ils m'aperçurent aussitôt. L'un d'eux m'envoyait un coup de baïonnet qui traversa de part en part mon porte-carte et me blessa à la cuisse. Un autre tua mon fourrier, à bout portant. Une grenade qui m'éclata littéralement sous le nez quelques secondes après acheva de m'étourdir. Quand il reprend connaissance, après avoir été traîné jusqu'à la position qu'il venait de quitter,
désormais occupé par l'ennemi, c'était pour dégoût. Il faut dire qu'il était fait prisonnier. Voilà, c'est un fait d'armes assez intense, on peut le dire. Alors, page 132, c'est quoi ça? Page 132, Tukhachevski. Tukhachevski. Voilà. 132. Alors, il est prisonnier, hein, donc il a des compagnons de détention, et l'un d'eux s'appelle Tukhachevski. Ce qui ne l'empêche pas de se réjouir auprès de sa mère de l'excellente camaraderie qui règne entre lui et ses voisins de chambrée, un réconfort qui leur évite d'être jamais seuls moralement. Les 5 officiers dont le capitaine de Gaulle partage la vie quotidienne ont de quoi, il est vrai, susciter son intérêt et gagner son estime. Dans cette escouade de jeunes soldats intrépides et valeureux, la plupart sont voués à une grande carrière et une certaine renommée. 3 militaires avec le commandant Collot, les futurs généraux Louis de Goyce, de Mézérac et Georges Catroux, ainsi que le journaliste Rémy Roure, qui sera fait compagnon de la Libération à l'instar de Catroux, et le plus insolite de tous, un lieutenant de la garde impériale russe, du nom de Mikhail Tukhachevski. Ce jeune boyard sensible et raffiné, sous ses airs rustres et tonitruants, se plaît à railler les Français pour leur goût de la liberté et de la démocratie. Il proclame que la Russie, quant à elle, a besoin d'un despote, d'un nouveau Pierre le Grand à la place d'un Nicolas II, jugé trop faible et inconsistant. Rallié à la Révolution, après son évasion, Tukhachevski accédera sous Trotsky aux plus hautes fonctions au sein de l'armée rouge, avant d'être promu maréchal de l'Union soviétique par Staline, puis exécuté en 1937 sur ordre du maître du Kremlin pour fait de haute trahison. Une personnalité originale, puissante et attractive pour le capitaine de Gaulle, que cet officier tsariste de 3 ans son cadet, cultivé, mélomane et parlant couramment français. Rémy Roure, son futur biographe, le décrit comme un adolescent dégingandé, maigre, mais fort élégant, sous son uniforme déchiré, le visage net, les traits latins, les yeux noirs et aplatis, rappelant assez bien le portrait de Bonaparte à l'armée d'Italie. Capturé par les Allemands en Pologne en février 15, il s'est retrouvé à Ingolstadt à la même époque que Charles de Gaulle, après s'être signalé lui aussi par plusieurs évasions ratées, dont une en creusant un tunnel souterrain en compagnie de l'aviateur français Roland Garros. Tukhachevski partage avec de Gaulle une passion pour l'histoire et l'art militaire. Il écrira lui-même des ouvrages sur ce sujet et fera connaître en Russie ceux que de son ancien camarade de captivité. Tukhachevski a-t-il assisté, comme on l'a dit, aux conférences sur la guerre prononcées par son homologue français dans la cour ou la salle de lecture du fort durant l'hiver 16-17. Les exposés du capitaine de Gaulle, tirés de son expérience du conflit, ne pouvaient qu'intéresser un compagnon d'armes friand comme lui de questions stratégiques. Ce genre de prestation destinée à un auditoire de prisonniers soucieux de se distraire comme de s'informer pour soutenir leur morale est une pratique assez répandue dans les différents forts d'Ingolstadt. Mais au 9, Charles de Gaulle est alors le seul à se livrer à ce type de causerie, comme il faisait avant-guerre, à Arras, devant les nouvelles recrues du 33e régiment d'infanterie qu'il était chargé d'instruire. Servi par un talent oratoire, une clarté d'exposition et une autorité intellectuelle peu courante chez un militaire de son âge, qui s'adresse ici à des auteurs parfois plus gradés que lui. Voilà, Tukhachevski, enfin, rien ne change en Russie, hein, est un personnage étonnant dans ce parcours. Voilà, page 225. Alors, surtout pas de Gaulle. Page 225, surtout pas de Gaulle. 225. Page 225. 221 pour conclure. 225. Alors, 225, d'accord.
Alors bon, la guerre est finie, donc il rentre à nouveau dans la hiérarchie militaire de l'époque. Alors, en attendant ce jour fatidique, il termine son séjour à Trèves sur une notation très sévère de son supérieur direct, le colonel Lacombe, daté du 14 octobre 29. D'autant j'aurais voulu pouvoir dire que le commandant de Gaulle, cédant enfin à ses pressantes instances, avait fait un effort pour amender son caractère. Il n'en est rien. Il s'est permis au cours de cette année une série d'incartades qui ont fini par lui valoir des observations sérieuses du ministère, un rappel sévère aux convenances de la part du général commandant l'armée du Rhin. Quelles que soient ces activités brillantes que je ne mésestime pas, j'ai le pénible devoir de dire que le commandant de Gaulle est dominé par son immense orgueil qui donne à tous ses actes une allure désobligeante. Ah mince, j'ai oublié des petits passages. Bon, j'en reviendrai. Ce verdict n'est pas fait pour faciliter sa prochaine affectation. Aucune ne sera plus à la hauteur de ses espérances qu'une chaire d'enseignement à l'école de guerre. A-t-il accompli des démarches en ce sens auprès de Philippe Pétain, tel est seul à déterminer assez de pouvoir pour lui permettre d'y accéder. Il semble avoir obtenu gain de cause dans un premier temps, au point d'annoncer sa prochaine nomination à son ancien camarade André Lafargue lorsqu'il le croise dans la cour de l'école militaire. Je le félicitais et lui exprimais le plaisir que j'aurais à le rencontrer plus souvent, raconte celui-ci, avant d'apprendre quelques jours plus tard à la lecture du journal officiel que le commandant de Gaulle vient en réalité d'être affecté à l'armée du Levant. Lafargue se renseigne aussitôt pour comprendre ce qui s'est passé. Il apprend que cette nomination s'est heurtée à un rejet catégorique de la plupart des professeurs qui sont allés voir le directeur de l'établissement en le menaçant de démissionner en bloc. Si de Gaulle vient ici, nous partirons tous. Selon Philippe de Gaulle, l'entourage direct du maréchal Pétain se serait aussi opposé à son retour au sein de cet état-major particulier, sans que son présumé protecteur, cette fois, ait décidé de lui venir en aide. Ne reste plus, par conséquent, qu'à trouver une solution susceptible de convenir à tout le monde. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le commandant de Gaulle va finalement se résoudre à accepter la proposition d'un poste au Levant avec les encouragements désintéressés de Philippe Pétain. Pour gravir en temps de paix les divers échelons de la hiérarchie, il est nécessaire de distinguer par des services exceptionnels, lui écrit le maréchal, non sans perfidie. Le commandant de Gaulle reste persuadé, quant à lui, qu'on cherche à l'éloigner à tout prix. Il n'en fait pas mystère devant ses proches. Un soir, mon père nous annonce d'une voix grave, en rentrant à la maison, « On veut m'envoyer en Corse. On tient à m'écarter. On m'a assez vu. On veut se débarrasser de ma personne. Mais la Corse s'efface et voilà que l'on parle maintenant d'une affectation africaine. Alger, Casablanca, Dakar. L'exil pour un officier métropolitain dont la colonie n'est pas une spécialité. Quand soudain l'ordre arrive, ce sera le Levant, le Liban. Voilà, c'est définitif. Ma mère baisse la tête, silencieuse et assez décomposée. Elle s'inquiète pour Anne. Comment va-t-elle pouvoir aller si loin avec elle, avec une fille lourdement infirme, dans un pays à la sécurité précaire? D'un commun accord, Charles et elle ont écarté toute éventualité de placer leur enfant dans un établissement spécialisé, a fortiori de la faire enfermer dans un asile, comme il est courant de le faire dans leur milieu. Ils ont pris la résolution de garder Anne avec eux et de l'élever en famille en recourant au service d'une gouvernante pour veiller sur elle à plein temps. Ils entendent tout faire pour que leur dernière fille, malgré son handicap, puisse bénéficier d'une existence normale parmi les siens. C'est à quoi Charles de Gaulle va s'attacher personnellement avec un mélange d'humilité et de fierté qui fera du sort d'Anne son défi le plus intime. Il interprète ce malheur comme un signe du ciel qu'on doit accepter sans céder au renoncement. Anne est ma joie et ma force, confiera-t-il plus tard à l'aumônier d'un de ses régiments. Elle est une grâce dans ma vie. Elle m'aide à demeurer dans la modestie des limites et des impuissances humaines. Elle me garde dans la sécurité de l'obéissance
à la souveraine volonté de Dieu. Elle m'aide à croire au sens et au but éternel de nos vies, à cette maison du Père où ma fille Anne trouvera enfin toute sa taille et tout son bonheur. Voilà, donc j'ai anticipé un peu, j'ai sauté de page. Donc là, on est au moment où il va au Levant, quoi, au Liban. Mais avant ça, il y a la Pologne aussi que j'ai sauté là. Donc c'est page 154. Page 154. Donc c'est assez peu de temps après la guerre de 14, hein, parce que c'est page 154, c'est donc vision d'un pacte. S'il se trouve à cette date trop confiant dans la capacité de la Pologne à dresser un rempart suffisant pour contenir ces deux périls conjugués, Charles de Gaulle fait preuve d'une plus grande lucidité lorsqu'il anticipe l'éventualité d'une entente entre Berlin et Moscou, 20 ans exactement avant la signature du pacte germano-soviétique. Se fondant sur une connaissance manifestement très approfondie de l'histoire des nations, il va jusqu'à prédire que la Russie s'affranchira tôt ou tard de la seule idéologie pour renouer avec une tradition historique impériale et conquérante. Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Donc on est en 1920, hein. C'est une vue lointaine. Un jour viendra, c'est fatal, où l'ordre s'y rétablira et où la Russie, reconstituant ses forces, regardera de nouveau autour d'elle. Les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, on reverra la Russie reprendre sa marche vers l'ouest et vers le sud-ouest. De quel côté la Russie cherchera-t-elle un concours pour prendre l'œuvre de Pierre le Grand et de Catherine II? Ne le disons pas trop haut, mais sachons-le et pensons-y. C'est du côté de l'Allemagne que fatalement elle tournera son espérance. Eh bien, s'il doit en être ainsi, que nous voyons quelques jours Germain et Moscovite chercher à s'unir à nouveau contre la Pologne, il faut qu'il existe, de la Baltique à la mer Noire, une chaîne puissante pour les contenir. Cette chaîne, ce sera la Pologne et la Roumanie puissamment contiguë et puissamment organisée. Donc c'est très 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 d'actualité quand même, hein, ce qu'il nous disait à l'époque. Voilà, on le voit l'Allemagne, mais l'Allemagne a joué son rôle en 1939, quoi. À page 162, Piłsudski, page 162. Page 162. Charles de Gaulle est présent sur le théâtre des opérations lors de l'attaque surprise lancée par Piłsudski le 16 août qui contraint l'ennemi, les Russes, hein, pris à dépourvu, à lâcher prise dès le lendemain. Dans une note rédigée pour ses supérieurs sur l'organisation et le fonctionnement de l'armée polonaise, il déplore les perturbations causées dans la chaîne de commandement par l'arrivée intempestive du maréchal à Lublin à la veille de l'offensive. Le chef de l'État prend aussitôt le commandement du groupe d'armées en mépris de ses généraux et de l'officier français chargé de les conseiller. De Gaulle racontera comment Piłsudski, jaloux de son autorité, s'était un peu joué de lui lors de leur brève rencontre, en se défendant de chercher à supplanter Ritz-Smigli, ce qu'il fera 2 heures plus tard. Mais le capitaine de Gaulle a vite reconnu l'avantage moral de voir le héros de la nation en personne parcourir le front à la tête de ses troupes. La double manœuvre élaborée par Piłsudski consiste à bloquer l'ennemi devant Varsovie, protégé par les tranchées construites sous la direction des officiers français pour mieux l'attaquer sur les arrières en le prenant de vitesse et disloquer ainsi tout son dispositif. Le capitaine de Gaulle assiste à la prise de la petite ville de Rubiasco sur le Boug, l'un des coups préparatoires portés à l'armée russe avant l'effort décisif. La vraie bataille, inimaginable quelques semaines plus tôt, se déclenche enfin sous ses yeux, menée du côté polonais avec une détermination foudroyante. L'ennemi, complètement surpris de voir tomber dans son flanc gauche des Polonais qu'il croyait désespérés, ne résiste sérieusement nulle part, fuit en désordre de tous côtés, ou capitule par régiments entiers.
raconte-t-il dès le 17 août. En même temps d'ailleurs, l'effort des Russes sur Varsovie s'est brisé sur les tranchées qu'enfin nos alliés ont consenti à creuser, tandis qu'une armée de manœuvre préparée par le général Haller à l'abri des défenses de la capitale en sort brusquement par le nord et court à la frontière prussienne pour couper la retraite à l'ennemi aventuré jusqu'à Thorn. Ah, la belle manœuvre que nous avons vue là. Nos Polonais ont des ailes pour l'exécuter. Et ces mêmes soldats épuisés physiquement et moralement, voici une semaine, courent en avant, abattant les étapes de 40 km par jour. Les routes s'encombrent de troupes lamentables de prisonniers et des files de podvodas pris aux bolcheviks. 3 jours plus tard, sans attendre à la fin des opérations, Charles de Gaulle salue la victoire, la triomphante victoire de la Pologne. La première depuis plus d'un siècle. De retour à Varsovie, les officiers français en uniforme de combat sont ovationnés par la foule en liesse au cri de Vive la France, comme de véritables libérateurs, ferveur qui les fait frissonner, écrit de Gaulle, d'un enthousiasme sacré. Chacun s'entend battre dans son cœur d'homme le cœur éternel de la patrie. En dépit des particularités souvent insolites et pour lui déroutantes de l'âme polonaise, il vient de mesurer à son contact tout ce que le redressement d'une nation doit à sa ferveur patriotique et à sa vitalité morale. Expérience dont il ne retire pas seulement des leçons d'ordre militaire sur l'emploi des armes, dans l'organisation du terrain et l'art du commandement, mais d'abord cet enseignement essentiel pour la philosophie de l'histoire et la conduite à tenir dans les mêmes circonstances. Voilà, donc c'est l'expérience polonaise qui nous parle aujourd'hui, hein, mais qui était très formatrice pour lui. Donc, page 227, un signe du ciel. C'est assez important de lire cette petite page, vous allez comprendre pourquoi. Page 227. Oui, donc on parlait tout à l'heure d'Anne de Gaulle, on va en reparler là. D'un commun accord, Charles et elle, sa femme, ont écarté toute éventualité de placer cette enfance dans un... Je n'ai pas lu ça tout à l'heure. Ah si, attendez. Alors, d'un commun accord, Charles de Gaulle et elle ont écarté toute éventualité de placer leur enfant dans un établissement spécialisé. Il me semble, hein. Si, je l'ai lu tout à l'heure, excusez-moi. Donc, page 269, Pétain, ministre inefficace. Alors ça c'est plus tard, bien plus tard, 269. Excusez-moi, hein. Je me prends les pieds un peu dans le tapis. Alors, le pays est déjà plongé dans un climat insurrectionnel amplifié par le scandale Stavisky, une affaire d'escroquerie financière dans laquelle se trouvent compromis plusieurs classiques du régime, quand une manifestation de rue des ligues d'extrême droite tourne ce jour-là à l'affrontement. Le pouvoir fait tirer sur les émeutiers apparemment déterminés à prendre d'assaut le palais Bourbon. La République, donc on est le 6 février 1934, hein, la République semble à la merci d'un coup d'État. Elle ne doit d'y échapper qu'au sens de la légalité d'une partie de ses comploteurs et à l'irrésolution de tous les autres, Maurras en tête, peu préoccupé de passer à l'action. Si nous l'avions voulu, écrira peu après le colonel de la Rocque au nouveau chef du gouvernement, Gaston Doumergue, nous aurions occupé le ministère de l'Intérieur le 5 février et le 6 février la Chambre. Nous ne l'avons pas voulu puisque nous poursuivions le rétablissement de l'ordre, non la réalisation d'un coup de force. Tandis que le cabinet d'Aladier, à peine formé, a été emporté dans la tourmente, c'est en effet l'ancien président Doumergue qu'on est allé sortir précipitamment de sa retraite pour former le cabinet suivant. Une tentative de gouvernement de l'Union nationale mêlant de Tardieu à Herriot, à Barthou et Laval, tous les rescapés des combinaisons précédentes. La seule nouveauté est la nomination de Philippe Pétain, malgré son âge avancé au ministère de la Guerre. Le maréchal a-t-il envisagé, comme l'assure Lucien Nachin, de faire appel au lieutenant-colonel de Gaulle pour diriger son cabinet? Ce projet s'étant heurté selon lui à d'habiles manœuvres
et de l'entourage pour le faire échouer. Hypothèse difficile à concevoir dans la mesure où les deux hommes sont en complet désaccord sur la politique de défense à mettre en œuvre, et tout particulièrement la formation d'un corps cuirassé autonome. Travaillant à ses côtés, De Gaulle n'aurait obtenu aucune réforme majeure d'un ministère vieillissant, qui oscillait plus que jamais entre scepticisme, prudence et résignation. Le bilan de 9 mois passés par Philippe Pétain rue Saint-Dominique, ce ministère de la guerre, se limitera d'ailleurs à la présentation du système en place fixé autour de la ligne Maginot. Le maréchal, faute de volonté et de conviction, s'en tiendra là, sans obtenir, soucieux de compromis avec le pouvoir, ni accroissement de la durée du service militaire, resté limité à 1 an, ni augmentation du budget de l'armée, réduit tout au contraire à 2 reprises durant cette période. Aucun effort non plus en termes d'équipement, hormis la commande dérisoire de 7 chars, là où l'Allemagne lance la fabrication de 3 divisions cuirassées. Donc le responsable de la défaite, contrairement à ce qu'il a pu dire, Philippe Pétain, c'est bien lui en réalité, puisqu'il était ministre de la guerre à un moment crucial. Voilà, ensuite, page 84, Hitler, le lecteur de De Gaulle, page 284. 284. Donc le langage de ce régime, régime pétiniste, durant la guerre, c'était le Front populaire, les différents ministères de cette époque, les politicards, les francs-maçons qui avaient causé la défaite. Mais non, c'est lui-même et ses potes qui ont causé ça par inaction, quoi, face à l'Allemagne nazie. Alors, le soldat et la politique, acte 1. De Gaulle semble avoir trouvé le partenaire qu'il recherchait et sans qui son combat n'aurait aucun sens d'aboutir. Il abreuve d'informations sur l'armée à constituer, lui signale les articles de leur adversaire et les possibles ralliements à droite comme à gauche. Il maintient Reynaud, c'est lui qui le pressent pour un redressement, et il sera déçu. Il maintient Reynaud sous pression en lui faisant valoir sans lésiner sur les flatteries l'occasion magnifique d'intervenir qui s'offre à un homme d'État de votre autorité et de votre avenir. Dans cet effort permanent pour le galvaniser, De Gaulle ne manque pas d'arguments, à commencer par le renseignement en provenance de Berlin sur la nouvelle organisation de la nouvelle armée allemande et la mise sur pied d'un corps spécialisé identique à celui qu'il préconise. Ainsi donc, constate-t-il amèrement au début de l'année 1935, non seulement la France ne joue pas la seule carte efficace dont elle pourrait disposer, eu égard au réarmement allemand, mais cette carte, c'est le Reich qui la joue. Je n'insiste pas sur la douleur que peut ressentir un officier qui, ayant trouvé pour son pays un plan de salut, voit ce plan appliqué intégralement par l'ennemi, éventuel et négligé par l'armée à laquelle lui-même appartient. Douleur encore avivée par le fait que son entourage, traduit outre-Rhin sous le titre L'armée de choc de la France, accompagné d'un sous-titre encore plus éloquent, L'armée de métier, la solution de demain, semble avoir été l'une des sources d'inspiration des dirigeants militaires du Troisième Reich. Le livre, paru en Allemagne dans une version abrégée, bénéficie d'une diffusion encore supérieure à celle de la France, en France, de l'édition originale. La presse spécialisée lui réserve un meilleur accueil, au point d'en recommander la lecture malgré son parti pris anti-germanique. L'un des principaux concepteurs des troupes blindées, le colonel Guderian, se réfère aux idées de son homologue français dans un article du Militar Wochenblatt, je ne suis pas germaniste, en octobre 1936, en invoquant mon propre patronage, signalera De Gaulle à Paul Reynaud 2 ans plus tard, à une époque où il reste sans but dans son pays à l'obstination du conformisme. Mais selon lui, son lecteur le plus attentif aurait été Hitler en personne. Je fus bientôt avisé, écrira-t-il dans ses mémoires, que lui-même s'est fait lire mon livre, dont
dont ses conseillers faisaient cas. Dans ses propres souvenirs, Albert Speer rapporte une confidence du Führer assurant qu'il avait beaucoup appris à la lecture des écrits de Gaulle. Et le gendre de ce dernier, Alain de Boissieu, racontera avoir découvert en mai 1945 à Berchtesgaden, dans la bibliothèque privée d'Adolf Hitler, un exemplaire de l'édition allemande de Vers l'armée de métier, annoté de sa main. Voilà, donc ce même ministère Pétain sera vent debout contre les théories de Gaulle. On a souvent dit que pendant l'offensive allemande, les Allemands avaient beaucoup plus de chars et d'avions que les Français. C'est entièrement faux, hein, voire les Français en avaient même plus, mais employés de manière complètement différente, c'est-à-dire répartis dans toutes les unités d'infanterie, alors que les Allemands avaient constitué des Panzerdivision, hein, des divisions cuirassées, et c'est ça qui a donné la victoire à l'Allemagne. Donc c'est une conception complètement différente. Ils restaient avec des vieilles lunes, hein, les vieux généraux de la guerre de 14, dont Pétain. Voilà, responsable de la défaite, en réalité. Alors, page 284, Hitler, ça c'est fait, page 86, ah oui aussi. Le 28 mars, Paul Reynaud dépose un contre-projet de loi rédigé par le lieutenant-colonel de Gaulle proposant la création d'un corps cuirassé composé de 6 divisions lourdes et d'une division légère qui devrait être achevé au plus tard le 15 avril 1940. Contre-projet rejeté à l'unanimité hein, par la commission de l'armée avec les encouragements de l'état-major qu'il estime contraire à la logique et à l'histoire. Magnifique. Donc les militaires sont bien responsables de la défaite de 1940 et personne d'autre. Voilà. Après, donc page 294, boum. Il reconnaît au gouvernement Blum le mérite d'avoir surmonté ses convictions pacifistes originelles pour lancer un programme d'armement. Hein, sans équivalent depuis de nombreuses années, prévu sur 4 ans avec un engagement financier immédiat de 14 milliards. Ce plan d'action, bien que tardif, lui paraît correspondre aux nécessités du pays comme à l'aggravation de la situation internationale. Au moment où l'Espagne est précipitée dans la guerre civile par un soulèvement militaire s'appuyant sur les forces de l'Axe allemande et italienne. De Gaulle salue une volonté de modernisation qui va dans le sens de ce que nous préconisons, indique-t-il succinctement à Reynaud. En particulier construction de chars, mécanisation d'unités, augmentation du nombre des militaires servant par contrat. Mais pour lui, la question des moyens ne suffit pas à régler le problème. On perçoit toujours, aussi bien dans les conceptions que dans l'exécution des portiers, l'impuissance à tirer parti de cette évolution pour bâtir quelque chose de grand et pour transformer les conditions de la sécurité française. C'est donc encore une fois une cote mal taillée, hommage plus ou moins involontaire rendu à nos conceptions, mais qui n'a pas l'ampleur voulue pour changer le jeu comme il le faudrait. En bref, la formation d'unités blindées autonomes n'est toujours pas d'ordre du jour. Voilà, page 96 aussi. Dans le récit qu'il livrera de son entretien avec Blum le 14 octobre 1936, il n'est curieusement pas question de l'Espagne, comme si ce sujet n'était déjà plus à l'ordre du jour, mais d'une nouvelle déclaration du roi des Belges publiée le matin, entérinant la fin de son alliance avec la France, et surtout de ce qui se passerait si, comme il fallait le prévoir, Hitler marchait sur Vienne, sur Prague et sur Varsovie. Il n'existe aucune retranscription brute de cet échange, dont on ne connaît qu'une version toute à l'avantage de son auteur, celle précisément de Charles de Gaulle dans ses mémoires. Léon Blum s'est borné dans les siennes à brosser après coup le portrait de son visiteur, surgissant dans ses bureaux telle une figure du Gréco. Je vis entrer avec une aisance calme et même placide un homme dont la taille, la largeur, la carrure avaient quelque chose de gigantesque. On sentait en lui, en premier contact, un homme tout d'une pièce.
Il était dans sa personne physique que chacun de ses mouvements semblait déplacé, sans frottement, sans tout entière. Il était dans son comportement moral. L'homme qui se présentait ainsi, qui me dévisageait si tranquillement, qui me parlait de sa voix lente et mesurée, ne pouvait de toute évidence être occupé à la fois que par une idée, une croyance, mais alors il devait s'y donner absolument, sans que rien d'autre entrât dans la balance. La même séquence relatée par De Gaulle est moins flatteuse pour Blum, évoquée seulement sous les traits d'un dirigeant certes chaleureux, mais accaparé par des tâches subalternes et incapable de se concentrer sur l'essentiel. Pendant notre conversation, le téléphone avait sonné 10 fois, détournant l'attention de Blum sur de menues questions parlementaires et administratives. Comme je prenais congé et qu'on l'appelait encore, il fit un grand geste là. Voyez, dit-il, s'il est facile au chef du gouvernement de se tenir au plan que vous tracez quand il ne peut rester 5 minutes sur la même idée. Enfin, il fait la démonstration de l'inefficacité de la Troisième République. C'est tout simplement ça. Croquis d'autant plus cruel qu'il est corroboré par tout ce qui le précède. Un dialogue sans issue dans lequel la politique oppose aux mises en garde du soldat les arguments d'une imprévoyance et d'une candeur déconcertante face à la tragédie qui se joue. Voilà, d'où la supériorité de la Ve République dans l'esprit de De Gaulle face à ce genre d'événements. Enfin, la Ve République n'existe pas encore, mais je veux dire par là, dans sa tête se met en place le fait qu'il y ait un président de la République qui soit actif et non pas un président comme dans la Troisième République, et puis un Premier ministre qui s'occupe justement des répondre au téléphone, par exemple. Voilà. De Gaulle souligne devant lui le risque pour la France, paralysée par son dispositif militaire, d'être condamnée à assister passivement à l'asservissement de l'Europe. Blum en convient de bonne grâce, rapporte-t-il, mais sans considérer manifestement qu'il y a des raisons pour la France elle-même de s'inquiéter. Il serait certes déplorable que nos amis d'Europe centrale et orientale soient momentanément submergés. Toutefois, en dernier ressort, rien ne serait fait pour Hitler tant qu'il ne nous aurait pas abattus. Comment y parviendra-t-il ? Vous conviendrez que notre système, mal conformé pour l'attaque, est excellent pour la défense. De Gaulle s'efforce de le convaincre qu'aucune barrière définitive ne pourrait résister à une offensive groupée de chars et d'aviation. Une fois la brèche ouverte, les Allemands seront en mesure de pousser, loin derrière nos lignes, une masse rapide et cuirassée, appuyée par leurs armées de l'air. Si nous en avons autant, tout pourra être séparé. Sinon, tout sera perdu. Voilà, tout est dit. Alors, donc ça c'est 96, d'accord. Donc, page 323, Munich. 323, Munich. D'accord. Au lendemain de Munich, Charles de Gaulle stigmatise auprès de ses proches la trahison des élites responsables de cette lente décadence française, amorcée après la victoire de 18 au lieu du redressement attendu. Une conjonction de lâcheté, de déni et d'abdication qui ont conduit 20 ans plus tard à capituler face à un ennemi implacable et déterminé sous le prétexte de sauver une paix pourtant déjà très compromise. Après avoir renoncé successivement à intervenir en Rhénanie, en Espagne et en Éthiopie, et assisté sans réagir à l'annexion de l'Autriche le 13 mars 1936, c'est la Tchécoslovaquie, dans un premier temps amputée de la province des Sudètes, qui vient d'être livrée à Hitler avec le consentement résigné des dirigeants français et britanniques. Reculade tragique et humiliante qui aboutit non seulement à laisser les troupes du Reich prendre pied sur le territoire d'un État dont les Alliés étaient censés garantir les frontières, mais à ouvrir en pâture le reste de l'Europe à l'agresseur nazi. De Gaulle est d'autant plus indigné que cet accord infamant bénéficie d'une large approbation de l'opinion
comme l'a démontré l'accueil triomphal réservé à Daladier à son retour de Munich et de celle d'une partie des élites précisément. L'argent allemand et la monnaie italienne ont coulé à flot ces jours-ci dans toute la presse française, surtout dans celle qui est dite nationale. Le Jour, Gringoire, le Journal, le Matin, etc., pour persuader notre pauvre peuple qu'il fallait lâcher et l'autoriser par l'image de la guerre, constate-t-il amèrement. De ceux tels Marcel Déat qui, par pacifisme, ont marqué leur refus de mourir pour Danzig, à ceux qui, comme Maurras, qui par nationalisme et allergie à la République, ont proclamé leur attachement exclusif à la défense de notre sol sacré contre une guerre de doctrine. La trahison des milieux intellectuels se vérifie de tous côtés et jusqu'au sein de la classe dirigeante, tandis que Blum avoue dans un premier temps son lâche soulagement. Le mot d'ordre de l'action française, à bas la guerre, est largement relayé dans les partis de gouvernement de gauche comme de droite par les partisans d'une entente avec l'Allemagne, telle qu'en soit le prix. Face à un Georges Bonnet et un Pierre-Étienne Flandin, pleinement acquis à cette cause, à un Pierre Laval avant tout soucieux de faire alliance avec l'Italie fasciste, les anti-munichois, les plus catégoriques, ne sont guère qu'un petit nombre. De Henri de Kérillis, le seul parlementaire de droite à voter en octobre 1938 contre les accords passés avec Hitler, et à Georges Mandel, Léo Lagrange et Paul Reynaud, bien que ce dernier ministre de la Justice puis des Finances dans le gouvernement Daladier n'ait pas jugé nécessaire de démissionner pour autant. Mauvais symptôme, hein, quand même. La position du colonel de Gaulle s'est attachée, pour sa part, d'aucune ambiguïté, comme achève d'en témoigner cette lettre adressée au général Bourdos en novembre 1938. L'affaire de septembre a été, suivant ma modeste et ferme conviction, un effroyable effondrement de la France, grande puissance. En dehors de notre faculté miraculeuse de redressement, notre meilleure carte sera peut-être l'exagération de nos ambitions. Nous retrouverons ainsi des concours que notre volerie nous a fait perdre. Voilà, on va arrêter là aujourd'hui. Donc je vous dirai d'autres passages demain, hein, au lieu de... Parce que là, ça ferait un peu loin, quoi. Donc on va essayer d'avancer un peu plus dans le week-end lui-même. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, puis vous aurez donc la suite quasiment tout de suite. À très bientôt.